et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Massamba Mbaye. Après être passé par les STAPS de Dijon, Massamba a enchaîné avec un diplôme de kinésithérapeute. Il s'est ensuite installé à Aix-les-Bains où il a monté l'organisme Cinétique Formation. Il intervient aussi lors de nombreux congrès et formations sur ses thématiques préférées. Il sera par exemple ce vendredi 18 septembre au French Ankle Symposium organisé par Kiné & Co Formation à Strasbourg. Dans cet épisode, on parle donc d'instabilité chronique de cheville, de renforcement neuromusculaire et de blood flow restriction entre autres, mais aussi de rate of force development, de key performance indicators en rééducation, de l'application de stress mécanique par rapport au stress métabolique et de Star Wars. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles sur cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Massamba. Salut. Merci à toi d'avoir accepté cette demande pour l'interview pour le podcast. Bah écoute Julien, je suis très content d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que j'écoute très régulièrement ton podcast lors de mes trajets. Je déteste les trajets en voiture et j'ai beaucoup de mal avec les trajets en transport en commun. Donc, dans mes habitudes depuis quelques mois, il y a écouter ton podcast lors des trajets. Ah bah super, ça me fait beaucoup plaisir et j'ai la même habitude d'écouter des podcasts, pas forcément les miens parce que entre les interviews, le montage, tout ça, voilà, j'écoute pas mal les personnes, mais voilà, d'en écouter d'autres et je trouve que c'est du temps, enfin, ça t'évite de perdre du temps entre guillemets et tu apprends toujours des trucs, quoi, donc c'est top. Optimisation du temps, découverte de personnages, découverte de littérature, de sources d'inspiration, donc c'est vraiment top. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens? Parce que tu étais dans le sport de haut niveau, tu as un parcours après STAPS, puis kiné. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les grandes lignes de ton parcours? Ouais. Bah écoute, les grandes lignes, on va parler un peu de judo pour commencer, le sport que j'ai pratiqué pendant des années. J'ai été athlète de haut niveau en judo. Par athlète de haut niveau, j'ai fait un petit peu tout le parcours classique, on va dire, d'un jeune sportif, sans forcément passer par l'épaule, mais voilà, championnat de France jeune, etc. Même si j'avais vachement de mal à performer chez les jeunes, ce qui joue aussi maintenant sur ce que je propose aussi avec les athlètes, c'est que des fois il y a des choses qui prennent du temps. Moi en tant qu'athlète, j'étais un athlète qui a pris du temps. Ma première médaille au championnat de France première division, c'était à 26 ans, donc c'est relativement tard, voilà. Et puis donc j'ai fait du sport de haut niveau en judo. J'ai eu la chance d'être convié à la fin de mes études de kiné à rejoindre le collectif national à l'INSEP. Donc c'est un peu l'antichambre de l'équipe de France. J'ai eu la chance de participer aussi à des compétitions internationales, plusieurs médailles au championnat de France, une médaille en Coupe du Monde en individuel, des médailles au championnat de France par équipe, la Coupe d'Europe par équipe avec les copains, enfin voilà. Et jusqu'à 2016, j'ai fait du judo, enfin c'était vraiment le cœur de ma vie. Soit entraînement une fois par jour, soit 2 fois par jour, enfin voilà, la vie d'un athlète. Et puis je crois que l'énergie que je mettais dans le judo, bah j'ai continué de la mettre, mais peut-être plus dans mon activité professionnelle, ma passion, essayer de retirer un peu les enseignements que j'avais pu avoir de cette première vie d'athlète, et puis de partager ça avec les athlètes avec qui je travaille maintenant au quotidien. Ouais, super. Donc ça, c'était la partie, on va dire, sport de haut niveau, voilà. Ouais. Et en parallèle de l'activité de judoka, j'ai fait des études. Alors, j'ai commencé en STAPS en 2002. Donc là, de 2002 à 2006, j'ai fait une maîtrise entraînement à l'UFR STAPS de Dijon. Alors, j'ai écouté pas mal de tes podcasts, j'entends souvent parler de Dijon et je vais aussi en rajouter une couche. Donc, je fais partie des gens qui un jour sont rentrés dans un amphithéâtre et puis qui ont croisé la personne de Gilles Cometti et ils se sont dit « Ah ouais, là, il y a un mec qui tient quelque chose ». Donc ça, c'était pour moi, je pense, en 2002 ou en 2003. Ouais. Donc, Dijon, Dijon, Gilles Cometti, on m'explique plein de choses sur l'entraînement. Il y a déjà un petit aspect science, enfin pas un petit, pardon, il y a déjà un gros aspect science, évaluation, enfin tout ça. Et puis moi, je me retrouve en maîtrise, je pense, à faire un stage dans un Krebs et où on me donne la responsabilité de gérer un peu le début de ce qu'on appelait la réathlétisation. Sauf qu'au bout de 2 semaines, je me rends compte que j'y connais rien du tout. Donc, je passe du temps
à la bibliothèque universitaire sur les sites, parce qu'à l'époque, pour aller sur des sites, enfin des journaux, fallait à la bibliothèque. Hein. Toi, t'avais pas PubMed, Sciob et tout. Ouais. Et donc, je commence à essayer de comprendre un peu des trucs sur le LCA, parce que j'avais un mec qui avait un LCA, tout ça. Puis là, je me rends compte qu'en fait, en tant que prep physique et que stapsien, on est à la rue complet là-dessus. Ouais. Et c'est là que l'idée de faire kiné commence à germer. Et donc, j'en parle un peu avec ma mère. Je lui dis que je veux faire des études de kiné. Et puis du coup, je repars pour 4 ans. À la fin de ces 4 premières années à Dijon, je repars pour 4 ans d'études en Belgique, à l'Université catholique de Louvain. Super école. Enfin, on va dire, pareil, dans la même lignée universitaire, un labo de recherche, des choses qui m'intéressaient. Et puis je pars pour ce diplôme de kiné en me disant, je vais faire les deux. Parce que avant de faire kiné, je me voyais vraiment bosser dans la perf, dans le sens où j'avais passé mon brevet d'état de judo, j'étais pris au BE2 à Paris, je me disais, je vais finir mon master sur Paris, et puis je passerai le professorat de sport, je serai prep physique, et puis voilà, quoi. Et puis là, il y a un petit virage qui se fait avec ce stage où je me rends compte qu'il y a tout un champ qui est pas exploré. Donc Belgique, études, 4 ans, et puis voilà, déjà, commence à avoir un bagage plus intéressant avec le côté kiné et le côté prep physique en même temps. Super. Et comment, au quotidien, comment tu bosses avec ces deux casquettes? Est-ce que tu sépares les deux ou est-ce que tu es dans la continuité chaque jour? Alors, ça va vraiment dépendre de plein de choses, dans le sens où j'ai des athlètes que j'ai eu blessés. Alors, quand je dis des athlètes que j'ai en prep physique, qui sont venus avec moi bosser à la suite d'une pathologie. Donc, en gros, j'ai eu un rôle de kiné, et puis de toute façon, cet espace un peu flou de réathlétisation, mot typiquement français qui n'existe que en France d'ailleurs, c'est vraiment une zone un peu compliquée parce on sait pas trop qui fait quoi, donc qui fait quoi, quand, comment, qui, voilà. Donc c'est vrai que il y a, voilà, souvent avec les athlètes de haut niveau avec qui je bosse en tant que kiné, je commence déjà dès le début à mettre en place des choses pour les rendre plus performants pour la suite. Parce qu'on réévalue, on rediscute de ce qu'ils font à l'entraînement, etc. Et puis il y a des athlètes qui ont continué du coup avec moi, il y a des athlètes qui viennent vers moi que pour des phases de réathlé. Ça arrive. Enfin voilà, mon activité, on va dire de prep physique, elle est variée parce que ça passe vraiment du suivi de la pathologie plus à des gens avec qui je fais que de la préparation physique, vraiment et d'ailleurs ça me va bien de pas interagir en tant que kiné avec eux, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Ouais. Et est-ce que ça t'arrive justement du coup dans certains cas. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de communiquer avec le kiné par exemple de certains athlètes, ou toi là t'as la casquette de prépa physique? Ouais, c'est assez compliqué d'ailleurs pour moi de faire ça des fois, mais oui, ça m'arrive de communiquer. En fait, des fois, je me perds moi-même, je pense. Je communique en tant que préparateur physique avec des kinés, et puis des fois, je communique avec des préparateurs physiques. Mais cette fois-ci, voilà, je suis de l'autre côté de la barrière, je suis kinésithérapeute. Donc c'est vrai que c'est des fois des situations un peu compliquées. Après, les gens avec qui je bosse, souvent, ils me connaissent et ils savent que, entre guillemets, j'ai des compétences et des connaissances dans les deux champs. Donc ça leur pose souvent pas trop de problèmes, et puis c'est plus on échange et on essaie d'avancer, et on se dit surtout qui fait quoi. Toi tu gères ça, cool, j'ai Massamba qui est derrière qui va gérer autre chose, et on va pouvoir faire avancer le projet d'athlète dans la même direction, et déjà ça c'est plutôt pas mal. En fait, la vraie difficulté, c'est la com, en fait, dans ces situations-là, c'est la communication entre les différents intervenants, mais ça, on pourrait en parler des heures. C'est un des problèmes majeurs qu'on a dans la perf, c'est on n'a pas tous les mêmes référentiels, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Parfois, le kiné, il va avoir des objectifs. Je pense là à un kiné avec qui on a interagi pour une athlète. Il avait des objectifs de mobilité et d'amplitude, alors que moi, j'avais plutôt des objectifs de stiffness, de rigidité et de transfert de force. Du coup, là, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, je pense que la vraie difficulté, elle est dans l'harmonisation des connaissances et des compétences, et puis après, dans l'échange qu'on va en faire. Donc, c'est vrai que ça devient parfois, des fois, un peu compliqué, mais bon, écoute, je m'y suis fait maintenant. Ouais. Et pour revenir à ces quelques années passées,
de Dijon pour reparler un peu de cette partie-là, parce que c'est vraiment un moment pour moi où ça a été vraiment important. C'est que à chaque fois, partout où je vais depuis maintenant presque 20 ans, parce que je suis entré en STAPS en 2002, et ben des fois je me rends compte que tiens, Cometti ou des enseignants qu'on avait à Dijon, qui étaient, je pense à Gacon, voilà, on entend des trucs maintenant en 2020 que eux ils nous ont dit en 2002 quoi. Et sauf qu'en 2002 ils nous le disaient avec deux trois petites publis par-ci par-là, leur avis, etc. Mais je fais pas mal de retours vers le passé en ce moment parce que je me rends compte que oui, bah finalement les anciens ils avaient quand même raison sur pas mal de choses. Ou en tout cas ils avaient pas tort. Et des fois j'entends des mecs qui enfoncent des portes ouvertes avec des concepts qui sont pour moi qui ont déjà été abordés il y a 15 ans quoi. Ah ouais, je retrouve ça aussi, le fait que maintenant certaines publications appuient des trucs que certains coachs ou certains prépa physiques avaient appliqués peut-être il y a déjà 10, Ouais. 20 ou 30 ans, juste en l'ayant ressenti, expérimenté par eux-mêmes et pour leurs athlètes. Et maintenant, les publient, l'attestent et l'appuient. Et c'est énorme d'avoir ce double truc-là, quoi, tu vois. Bah, je me rends compte de plus je lis de la littérature et je me rends compte du délai et du temps que tout prend, dans le sens où des fois il y a des choses qui sont pas, il y a pas de littérature dessus parce que pour qu'il y ait la littérature dessus, pardon, faut un mec énervé qui se lève un matin et qui se dit bah moi je vais faire un papier là-dessus. Et il y a plein de sujets où il n'y a pas un mec énervé qui se dit tiens moi je vais faire un papier là-dessus. Du coup il y a encore plein d'espèces de zones d'ombre, voilà, de champs d'ombre, que ça soit dans la kiné ou dans la prep physique, où il y a pas d'évidence. Mais s'il y a pas d'évidence, c'est parce qu'il y a personne qui s'y met, quoi. Et que faut trouver des gens qui s'y mettent. Mais maintenant que je suis un peu de l'autre côté, je me rends compte que s'y mettre, ça prend tellement de temps et en fait, il y a un délai qui est beaucoup plus long que sur le terrain. Tu vois un truc, t'as une idée, tu la mets en place, quoi. Donc, voilà. C'est top. Et justement, est-ce que tu peux nous parler du coup de Cinétique Formation que tu as monté il y a un peu plus de 3 ans? Donc c'est un organisme de formation notamment sur la région Rhône-Alpes à la base, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu cette idée et qu'est-ce que tu voulais apporter à ce moment-là? Ouais, déjà tu dis à la base, mais j'espère que ça va rester ça, parce que Ouais. l'objectif qu'on a, c'est de monter un organisme de formation régional. Je le dis souvent, mais je sais pas l'idée d'où elle est venue, mais en gros, non, mais c'est vrai, je sais plus, hein, mais quand j'ai déménagé en Savoie, il y a, je sais plus, c'était en 2014 déjà, j'ai déménagé en Savoie un peu sur un coup de tête parce que on venait tout le temps là avec ma femme en vacances, on aimait bien. Et puis mon associé Aurélien avec qui on a monté le cabinet, Ouais. et un jour on discute et puis il me dit ouais moi j'ai envie d'aller déménager par là-bas. Je dis bah moi aussi, bah on est potes depuis la fac, viens on monte un truc ensemble. Ouais. C'est comme ça qu'on est venu ici. Et puis maintenant, puis quelques années après, je me rendais compte que pour faire des formations, il y avait voilà, il fallait que j'aille à Paris, je me déplaçais beaucoup. Et puis dans les formations, je trouvais pas vraiment de trucs qui me faisaient kiffer dans le sens, il y avait soit des mecs qui faisaient que de la formation continue, des purs formateurs, j'ai presque envie de dire formatés, et puis soit des experts pointus de labo qui venaient nous parler de trucs, et puis ça manquait un peu de lien entre l'aspect scientifique et puis l'aspect terrain. T'avais des mecs trop terrain qui disaient non mais on s'en fout de la science, et puis des mecs trop science qui disaient on s'en fout du terrain. Donc je me suis dit on peut faire un truc avec des gens qui auront les valeurs communes qui sont on va dire le BP au sens large et puis la pratique clinique. Par contre, on va faire ça dans la région parce que je trouve que les kinés de la région ils galèrent à se former. Et à ce moment-là, j'appelle Adeline qui est une de mes amies avec qui on a fait des études en STAPS ensemble. Elle bosse dans l'événementiel ici à Annecy. Je lui dis ouais j'ai une idée, faudrait que je t'en parle, voir si ça t'intéresse. Et puis on boit un café, je lui explique l'idée et puis elle me dit putain c'est top ton truc, vas-y, je démissionne et on fait ça ensemble. Donc voilà. Et Putain, c'est énorme. on est parti comme ça, un peu bille en tête. Ouais voilà. Et puis Adeline, donc Adeline gère tout l'aspect, on va dire logistique, administratif et financier, tout le truc Ouais. où moi je suis archi mauvais, hein, on va pas se mentir. Et puis elle aime bien et puis elle est très efficace là-dedans. Ouais. Et puis moi je gère plutôt l'aspect on va dire pédagogique, scientifique, recrutement des formateurs, contenu, on se pose des questions sur qu'est-ce qui sera bien, qu'est-ce qui serait bien de faire, voilà. Et puis là on a quand même je pense que cette année on est à
35 formations à peu près pour une 3e année, ça commence à être intéressant. Et puis on fait que dans la région Rhône-Alpes. Donc on fait beaucoup Aix-les-Bains chez nous parce qu'on aime bien aussi être chez nous. Puis après Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, voilà, on se balade quoi. Ah, c'est trop bien. Et puis ce qui est cool surtout, c'est qu'on a créé un réseau de gens avec qui on a envie de bosser. Et on a monté un congrès aussi avec les copains d'autres organismes de formation régionaux. Et voilà, c'est juste apporter un truc un peu différent de ce qui se faisait déjà. Pour moi, on n'a rien révolutionné, mais voilà, c'est juste une façon de voir les choses différente de ce qui existait déjà dans la formation continue en France. Et ce qui est intéressant finalement de voir, c'est que au début, c'était pas l'objectif en faisant l'organisme de formation et en donnant de la formation, etc. Mais en fait, vraiment, tu te rends compte que en tant que kiné ou en tant que peu importe kiné ou prep physique, bah, des fois, tu peux pas traiter tout le monde, tu peux pas avancer sur tous les cas et aider les autres kinésithérapeutes, on va dire, à développer des compétences pour améliorer des patients indirectement. Bah, personnellement, moi, ça me fait du bien parce que je me dis, bah voilà, je prends souvent l'exemple de Josette, 70 ans, qui a une aponévropathie plantaire et qui habite au fin fond de la vallée de la Maurienne. Et ben, c'est cool si son kiné, il a pris un peu de recul sur cette pathologie et qu'il peut l'améliorer. Sans que elle ait besoin de se déplacer et qu'elle peut trouver quelqu'un de compétent et de passionné à côté de chez elle. Donc ça serait vraiment ça l'idée. Ouais, super. Et à titre personnel, du coup, tu es intervenant sur plusieurs thématiques et sur d'autres formations. Là, tu vas intervenir au JFK, donc je crois que c'est le samedi 29, c'est ça, sur la cheville, et de nouveau sur le French Ankle Symposium à Strasbourg le 18 septembre 2021. Est-ce que tu peux juste un peu nous teaser ce qui va se passer sur ces 2 journées et ce que vous allez dire? Ouais, je vais teaser un petit peu. Ouais, alors l'idée c'est, l'idée de ces 2 sessions, ces 2 symposiums, puisqu'il y a au JFK et le French Ankle Symposium, c'est de parler de la cheville, du pied. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, déjà en tant que personne, parce que j'ai été un STAPS chronique pendant longtemps. Donc c'est comme ça que je me retrouve à m'intéresser à la cheville. J'ai fait mon mémoire en STAPS sur la cheville, en maîtrise, pardon. Et puis en kiné aussi, et puis ça m'a toujours intéressé à essayer de comprendre comment c'est possible que tu te fasses une entorse dans ta vie et que tu deviennes un stade chronique à te tordre le pied sur le moindre petit bout de terrain qui dépasse. Ça, c'était quelque chose, c'est une question que je me suis posée pendant longtemps. Et puis bah cette question, elle m'a amené à rencontrer des gens que tu connais, François Fourchet, Romain Tourillon, d'autres personnes qui s'intéressent à cette problématique de l'instabilité chronique de cheville, Brice Picot par exemple, t'as interviewé aussi. Et donc, vite fait, on s'est retrouvés, les gars passionnés par ce sujet-là, à échanger ensemble. On a passé un super congrès à Amsterdam il y a 2 ans, l'International Ankle Symposium, etc. Et puis, on se dit que finalement, la cheville, ça intéresse pas grand monde, malheureusement. Tu fais une formation en France sur l'épaule, c'est blindé de monde. Tu fais une formation sur le dos, c'est blindé de monde. Le LCA, t'as l'impression que c'est de la folie. Alors que finalement, la pathologie la plus courante en traumato, ça reste l'entorse de cheville, mais tout le monde s'encarre complet. Genre, c'est une entorse de cheville, c'est pas grave, c'est normal. Enfin, c'est ce discours que t'entends tout le temps, pas besoin de rééduc, pas besoin de voilà. Et le problème, c'est que c'est compliqué d'intéresser même les kinés à cette pathologie parce que pour eux, c'est simple, c'est renfort proprio. Et puis derrière, le patient, de toute façon, il a plus mal et il va mieux. Donc on s'est posé des questions sur comment on pouvait intéresser les gens à cette problématique. Et puis finalement, au-delà des formations, parce que les formations, faut en parler quand même. Les formations sur la cheville, elles sont pas simples à remplir parce que voilà, les gens ils pensent savoir faire. Ouais, donc on s'est dit on va essayer de sortir un peu du bois au JFK avec le symposium interdisciplinaire où on va discuter à plusieurs du sujet de l'instabilité chronique et avec le symposium le French Ankle Symposium où là on a invité des francophones, donc 4 cliniciens chercheurs belges à faire une journée sur l'instabilité chronique et sur comment on peut mieux prendre en charge ces patients-là ou éviter aux patients qui se fait une première entorse de devenir un stable chronique de cheville. Super. Donc je pense qu'on a de quoi faire 5 journées de symposium, donc on a déjà fait une première édition qui devrait être intéressante et j'espère qu'on continuera. Et je te rejoins complètement quand tu dis que tout le monde s'en fout. Ce qui est impressionnant aussi, c'est quand tu listes les antécédents des patients.
Tu sais, justement, ça peut être pour un LCA, pour une lésion musculaire ou quoi, et tu dis, ben, voilà, vous avez des antécédents, oui, non, puis oh non, non, j'ai rien, puis après tu creuses un peu, ben, vous avez rien eu et tout, pas d'entorse de cheville, ah si, ah ouais, je crois que j'en ai eu 3 là, et 3 de ce côté, ou alors 2 et 4, ou un truc comme ça, tu vois, et les gens se rendent même pas compte, mais Et ils ça prennent compte ça, pas, ça compte jamais. c'est clair, et dès que tu Ouais, parles de ça, ouais, mais ça, ouais, non, ça va mieux, et quand vous courez, tout de temps en temps, elle part un peu, la cheville et tout, ah oui, oui, elle part, bon, ça tire un peu, mais après, le lendemain, ça va et tout, tu sais. voilà. Mais en fait, et ce qui est hallucinant, c'est, j'ai rien contre les mecs qui bossent dans le genou, hein, mais c'est que tu te fais un latéral interne tout seul sur un changement de direction dans le sport co. La terre s'arrête de tourner, on fait 12 500 tests avant de reprendre, on est hyper précautionneux. Et puis le mec, il se fait 3 entorses depuis le début de l'année, mais voilà. Tout le monde s'en Donc, bat les couilles. et puis surtout quand tu lis les papiers, ouais, c'est ça, tout le monde s'en fout. Tu lis les papiers d'Hopkins là, qui te montrent, enfin, puis il y a pas que lui, hein, il y a des papiers, on pourrait en sortir 150, mais Mmh. qui te montrent les stratégies qui sont complètement différentes chez les patients à stade chronique, etc. Mmh. Et puis finalement, même au cabinet, je me rappelle d'un joueur de basket qui est venu il y a quelques années, pas cette saison d'avant, l'intersaison d'avant, tendinopathie rotulienne, il s'en Mmh. sort pas, etc. Le mec, il a 7 entorses sur la cheville du côté où il a sa tendinopathie rotulienne, 7 entorses en 2 ans, et tout le monde s'encarre et tout le monde traite son genou. Tu lui dis, bah, viens, on va essayer de traiter ta cheville en parallèle de ton genou, et puis Ouais. bizarrement, ça marche mieux. Donc, Putain. voilà, l'idée, ça serait d'arrêter. Moi, j'ai été patient, hein, instable chronique, et qui était dans la nature avec mon entorse de cheville, où on m'avait dit, mais mec, c'est normal, en fait, hein, ta cheville, elle se tord toute seule. Ouais. Mais imagine, encore une fois, si les patients qui se tordaient une fois le genou avaient une instabilité Mmh. de ce type-là et se faisaient des entorses à répétition, mais voilà, on se poserait mais 10 000 fois plus de questions. Mmh. Donc il y a du travail, hein, pour faire parler de ça. C'est super. Et est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce que tu affectionnes aussi beaucoup, tout ce qui est renforcement musculaire, et comment tu l'organises dans ta rééduc, et qu'est-ce que tu programmes dans ta rééduc par rapport à une phase de réathlé ou de prépa physique? Ouais. Alors le renforcement musculaire, j'aime bien ce terme et en même temps je le déteste de plus en plus dans le sens où le mot renforcer, ça veut tout et rien dire. Et plus je m'en rends compte, plus je me dis, mais en fait, enfin voilà, j'essaie de remplacer ce terme par travail neuromusculaire de plus en plus, parce que renforcer, ça voudrait dire juste être plus fort, alors qu'il y a plein de patients qui n'ont pas forcément besoin d'être plus forts. Il y en a beaucoup qui ont besoin, mais voilà. Et pourtant, ma formation sur le renfort, elle s'appelle optimisation du renforcement musculaire, parce que je veux que ça parle aux gens. Mais j'essaie de leur amener l'aspect neuromusculaire pour qu'ils comprennent qu'il y a vraiment cet aspect système nerveux aussi qui compte. Après, comment je l'organise, je pense que c'est un fil rouge pour moi en musculo-squelettique tout au long de la prise en charge, dans le sens où c'est vraiment déjà le premier truc, ça serait qu'on mette en place des choses pour que les patients ne perdent pas de capacité neuromusculaire. C'est pour moi le truc déjà de base, qu'on n'est pas bon. Nous, on n'est pas bon les kinés. Les chires, on n'en parle pas. Enfin voilà, tout le monde s'en fout complet. Mais demain, t'es immobilisé, il se passe rien. C'est-à-dire qu'on te dit, tu vas passer 6 semaines dans une botte parce que t'as un LTFAI ou peu importe, et bah on se revoit dans 6 semaines, hein, quand t'es bien tout maigre du mollet et tout ça. Alors qu'il existe plein de choses. On sait que sur la nutrition, il y a plein de choses pour diminuer les amyotrophies musculaires. On sait qu'il y a la cross-éducation qui permet de travailler le côté sain, qui va avoir des effets sur le côté controlatéral. On sait qu'on peut faire des petits exercices d'activation simples. Là, maintenant, depuis quelques mois, j'utilise des biofeedback EMG pour montrer aux patients que, tiens, regarde, le muscle, bah, là, tu peux le contracter et tu peux faire monter la petite ligne sur l'écran de la tablette, et ça améliorera peut-être ton contrôle moteur ou ta capacité à recruter ton muscle plus tard. En fait, il y a plein de choses déjà qui sont pas faites. Donc, mon début du neuromusculaire, j'ai envie de dire, c'est le plus tôt possible, quand je connais les patients, quand je les ai avant. Et puis après, bah, tout au long de la prise en charge, l'objectif, ça va être de ramener le patient. Ça, c'est aussi quelque chose qui est pour moi très important. Et c'est une phrase, souvent les patients me disent, est-ce que je vais redevenir comme avant? Je dis, bah, comme avant, tu t'es fait les croisés tout seul dans un virage. Bah, ça serait mieux que tu sois mieux qu'avant, tu vois. Parce que comme avant, j'ai l'impression que c'était pas nickel, quoi, tu vois. Voilà. Bah, voilà. Donc après, pourquoi tu t'es pété ce jour-là?
Bah voilà, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a, voilà, soit la demande a été supérieure à la capacité parce que tu t'es emballé, voilà, soit t'étais fatigué, soit t'avais une autre tâche à gérer. Il va falloir qu'on se pose la question. Par contre, il va falloir qu'on te remette mieux que ça, parce que si on te remet comme ça, c'est mort, hein, tu vas récidiver. Et moi, j'ai pas envie que tu récidives, parce que quand il y a un patient qui récidive, qui me rappelle, ça me fait craquer. Donc voilà, faut qu'on trouve une solution. Donc le neuromusculaire, il est vraiment, voilà, tout au long de la prise en charge. Du début, avec cet aspect, je limite les pertes. On va dire, je limite les pertes au niveau du système nerveux, mais je limite aussi les pertes au niveau de la structure, avec soit de la complémentation, soit voilà, des exercices spécifiques. Et puis après, tout le long de la prise en charge, eh ben, l'objectif, ça va être, je dirais, de détecter les besoins de chacun. Et là, c'est là aussi que je pète des câbles avec les protocoles, etc., parce que tous les patients sont différents et que les CHIR nous imposent des protocoles de prise en charge qui me font, voilà, qui sont assez compliqués, qui n'ont pas vraiment de sens, mais après, ils n'ont pas vraiment de compétences dans ce champ-là, donc c'est normal. Et c'est à chaque fois que j'ai un patient, ok, de quoi il va avoir besoin? De quoi il va avoir besoin par rapport au déficit qu'on a identifié au début? De quoi il va avoir besoin par rapport à son activité? Donc, je réutilise beaucoup la notion de facteurs clés de performance, les KPI, là, Key Performance Indicator, qu'on peut retrouver dans le sport. On sait que, je sais pas, je peux donner un exemple en ce moment qui me parle. Si tu veux pousser un bobsleigh fort, il faudrait que tu aies une capacité à créer de la force max qui soit importante, un RFD correct, etc. Donc ça, c'est les KPI de l'activité. Et moi, j'essaye de mettre des KPI, des facteurs clés de performance de rééducation. Donc, je sais que si tu t'es fait les croisés, un des facteurs clés de performance, c'est la force du quadriceps, ok. Le RFD du quadriceps, ok. Une capacité d'absorption correcte, parce que l'absorption, ça reste la base. Et après, à partir de ces objectifs que moi, je vais définir, je vais regarder où t'en es. Donc, t'en es le point de départ. Et puis après, le chemin qu'on va prendre entre notre objectif, notre facteur clé de performance et de réussite de la rééducation et le point où t'en es, on va essayer de créer un chemin entre ces deux points-là. Et puis, ce chemin, des fois, il prend une direction, des fois, il prend l'autre, des fois, il y a des gens qui ont des habitudes. Et c'est là que c'est cool, c'est qu'il n'y a pas une route, quoi. Il y a autant de routes que de kinés, je pense. Mais il y a besoin vraiment de savoir où on va et où on est. Et c'est là-dessus où je pense qu'on peut progresser beaucoup la profession de kiné et aller chercher des choses dans les sciences du sport sur où on va et où on est. À mon avis, on a énormément de progrès à faire là-dessus. Et justement, en parlant de ça, comment en tant que kiné. Ouais. Et en parlant de ça, justement, comment tu bilantes, justement, on prenait l'exemple d'un LCA, comment tu bilantes au niveau musculaire, donc toi tu es en libéral, qu'est-ce que tu utilises un peu comme matériel, et comment tu fais, et à quel intervalle, on va dire au fur et à mesure de ta réduc, tu le fais? Ouais, alors c'est une bonne question. La réponse, elle va être multiple, dans le sens où j'ai à un moment donné fait des évaluations par bloc, quoi. Ok, à 3 mois, on va faire ça, et puis on va évaluer tout. J'ai bien arrêté, ça fait bien longtemps que je le fais plus, dans le sens où maintenant je fais des évaluations continues, comme d'ailleurs dans la préparation physique. Je fais plus de bilan de saison, j'évalue tout le temps, et j'ai un fichier Excel, et puis au fur et à mesure, je remets des données, puis des fois, il y a des patients à qui je vais vraiment pointer à fond un truc qui me semble être important pour lui, et d'autres moins en fonction de l'activité. Mais après, les grands classiques et les grands outils qu'on utilise au cabinet, j'utilise un OptoJump beaucoup pour l'évaluation des sauts, l'évaluation des temps de contact, l'évaluation du RSI, tout ça. Donc c'est vrai que dans les pathologies du membrin, ça me semble très pertinent. J'espère dans quelques mois passer sur la plateforme de force. Je pense que ça sera encore mieux. Donc ça, c'est un des projets qu'on a. Après, sur l'évaluation de la force, bon, bien sûr, on a un dynamomètre manuel et des choses classiques, mais on a aussi une chaise dynamométrique qui était avec qui j'ai un peu échangé avec Matsport, qui est une société française qui fabrique cette chaise-là. Ça permet de mesurer du RFD, donc Rate of Force Développement en isométrie, forcément, bien sûr. Donc on fait, on peut faire que quadri-ischio, mais on la bidouille aussi pour faire des extenseurs de hanches, on la bidouille pour faire d'autres trucs. Donc ça, c'est mes principaux, on va dire, moyens d'évaluation neuromusculaire du membre inf. Et puis après, j'utilise aussi beaucoup
d'encodeurs linéaires pour évaluer la vitesse de déplacement des barres, etc. Mais ça, c'est plus de l'évaluation, on va dire, au quotidien, dans les séances, et pas forcément des vrais points où je me dis, bon, bah là, il y a une différence entre le RFD 50 et le RFD 200 millisecondes. Il faut que je parte à fond dans du neural parce que vraiment, il faut que je récupère cette partie-là. Voilà. Mais pour revenir à l'évaluation même, c'est très compliqué de pas se perdre en route, dans le sens où il existe tellement de trucs. Maintenant, évaluer il y a 10 ans, c'était quelques tests fonctionnels et puis l'isocinétisme. Maintenant, on peut évaluer plein de trucs. Je vais te donner un exemple là, mais je vais récupérer un outil là qui permet un Moxie Monitor là, c'est un petit système qui permet, on va dire, d'évaluer le système métabolique. Et puis l'idée que je me dis là, ce serait bien d'aller évaluer un petit peu en post-op LCA, voir ce que ça donne entre côté sain, côté contralatéral, parce que je me rends bien compte qu'il y a des patients, ils sont nickel d'un point de vue neuromusculaire, mais d'un point de vue métabolique, ils sont pas nickel. Parce que c'est encore une autre chose, c'est encore un autre cran qu'on n'a pas. On n'a pas creusé vraiment. Est-ce qu'on rééduque les gens? Ah ouais, on cherche pas ça. Et puis j'ai regardé dans la littérature, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose sur les aspects énergétiques post-pathologie. Alors que moi, je vois bien que la semaine dernière, j'ai fait des tests, on a fait une séance sur chaque exercice, il y avait un opto pour mesurer les temps de contact, les hauteurs de saut chez un athlète de haut niveau qui s'est cassé le tibia. Et finalement, toutes les données étaient les mêmes, les hauteurs de saut étaient les mêmes, les temps de contact étaient les mêmes, les RSI étaient les mêmes. Mais lui, il me dit, par contre, ma jambe où je me suis fait la fracture du tibia, j'ai l'impression que je suis cramé à la fin de la séance. Pourtant, ce que je mesure, c'est toujours pareil. Donc, il faudrait que je mesure encore autre chose pour me dire, ah ouais, il y a bien un déficit là. Ou alors, je me dis juste, il y a l'hypothèse qu'il a ça et je le bosse. Donc, pour l'instant, c'est ce que je fais. Voilà. C'est passionnant. Et ça permet de se dire qu'on crée des hypothèses. Voilà. Créer des hypothèses, c'est pour moi la clé de tout et la clé de l'entraînement. Comme de la kiné, c'est le même boulot. C'est créer des hypothèses. Pour qu'ils soient meilleurs, j'ai besoin de ça ou de ça. Je vais avoir trois possibilités et je vais utiliser un test comme outil d'aide à la décision, mais rien de plus. Voilà. Il va me permettre de me dire, il y a des chances que l'hypothèse B soit meilleure que la A et la C. Allez, je pars dans la B et roule. Et puis on verra à la fin, dans 4-6 semaines, si c'est mieux. Et c'est vraiment ce que j'espère apporter, en tout cas, dans les formations que je donne. Super. Et la place du blood flow restriction, justement là-dedans et sur le renfort, comment tu l'utilises et à quel moment tu l'utilises? Alors, le BFR, c'est quelque chose que j'utilise uniquement, on va dire, alors dans l'aspect kiné, uniquement en période critique, c'est-à-dire la période où tu peux pas faire grand-chose. C'est vraiment un outil qui, je pense, est très pertinent dans cette période-là. J'ai découvert ça quand j'étais en stage au Japon et je me souviens encore que j'étais en stage au Japon en tant qu'athlète en 2013 et le kiné faisait ça. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, mais c'est quoi ton truc et tout? Il me dit, ah, mais tu connais pas et tout, tu mets un garrot au mec et le mec, du coup, c'est dur. Ouais, je me suis dit, putain, c'est intéressant quand même. Et puis, j'ai commencé à en faire un peu sur moi, sur un ou deux athlètes avec qui je bossais quand j'étais kiné à Paris. Ben, j'avais 2-3 athlètes de haut niveau qui venaient, mais il y avait pas de matos, c'était vraiment à l'arrache, on faisait vraiment tout ce qu'il faut pas faire d'ailleurs. Et puis après, il y avait déjà un peu de littérature, mais là, c'est l'explosion de la littérature sur le sujet, donc c'est vraiment intéressant. Ce qui est cool, c'est de se dire que quand tu peux pas bosser et pas mettre de contraintes mécaniques sur un segment, tu peux mettre des contraintes métaboliques. Et ça, c'est vraiment pour moi une innovation dans la prise en charge, parce que cette notion de stress métabolique et de stress mécanique, c'est vraiment quelque chose qui m'anime dans le sens où, même au-delà de stress mécanique et de stress métabolique, j'aime bien une phrase qui dit que notre métier, c'est de mettre des contraintes sur les gens. Et on pourrait mettre des contraintes qui sont mécaniques, métaboliques, cognitives. Quand tu fais de la thérapie manuelle, tu mets des contraintes avec tes mains sur le patient pour qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait des adaptations. Mais c'est vrai moi venant de Dijon, on était vraiment dans des contraintes mécaniques et dans des contraintes, on va dire, neurales, dans le sens où on demandait une intention de déplacer une barre vite, etc. Et on avait peu de notions de contraintes métaboliques dans la muscu. Et là, c'est là où je me suis pris une bonne claque en me disant, waouh, on peut aussi augmenter les contraintes métaboliques, ça va apporter des adaptations. Et puis du coup, j'ai commencé à en faire, à investir dans du matos. Et puis maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise au quotidien. Et puis j'essaye aussi de montrer aux gens que c'est facile à mettre en place.
qu'il y a des règles de sécurité à mettre en place, mais qu'une fois que c'est mis en place, tout roule. Et puis ça fait, je pense, 4 ans que je fais du BFR et puis j'ai jamais eu de problème. Donc, faut que ça continue comme ça. Ouais. Top. Et pour terminer sur le BFR, il y a un truc qui est vraiment ouf, qui était pas du tout dans mon plan de base de BFR, c'est les effets qu'on a sur la douleur, parce que moi à la base le BFR je m'en servais vraiment pour diminuer la myotrophie ou pour favoriser l'hypertrophie, et donc c'était vraiment une utilisation très neuromusculaire. Il y avait de la littérature qui nous disait qu'on augmentait le recrutement, etc. Puis là maintenant on se rend compte qu'on a des effets antalgiques qui sont vraiment intéressants, et donc du coup ça ouvre d'autres portes, genre on fait du BFR en début de séance avec le patient pour qu'il ait pas trop mal, pour que derrière on puisse mettre en place des choses. Et ça faisait pas vraiment partie de l'idée de base. Et l'idée qui va arriver là, je pense, et commence à avoir quelques publics là-dessus, c'est utilisation du BFR pour les entraînements plutôt métaboliques. Et j'ai commencé à mettre ça en place avec certains athlètes, c'est assez intéressant. Il y a des études qui nous montrent que oui, il y a des améliorations de VO2 max après des entraînements à BFR à basse intensité, probablement parce que il y a une capillarisation qui est meilleure dans le muscle, probablement parce que on sait que le BFR, par ce stress métabolique, ça va favoriser l'augmentation du nombre de mitochondries au sein du muscle. Donc tout ça, finalement, ça va être des effets, même sur le système énergétique, et c'est pareil. Pour moi, ça faisait pas partie du plan à la base, quoi. Donc pour l'instant, je pense qu'on est qu'au milieu de la route avec cet outil-là. Mais c'est un outil à utiliser. Il y a, je pense, trop de gens qui l'utilisent trop. C'est-à-dire que une fois que le patient va bien, je pense que c'est comme tout, quoi. Faut arriver à se dire, c'est bon, on n'a plus besoin du BFR. Et puis là, on est mercredi, lundi, mardi, j'ai bossé les 2 jours, j'ai pas utilisé une seule fois BFR de ces 2 premiers jours de la semaine, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment aussi savoir prendre la distance et vraiment se dire, j'ai une caisse à outils, et dans ma caisse à outils, j'ai ça, et je le sors quand j'en ai besoin, et je commence pas à le sortir à toutes les sauces, sinon, à ce moment-là, ça marche plus comme tous les outils. Super. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement avec tout ce que tu fais comme activité, tout ça, comment tu t'organises un peu sur une semaine type ou sur une journée type? Alors, sur une semaine type, j'ai envie de dire que c'est pas simple, dans le sens où je sais pas trop comment je m'organise à l'heure actuelle. Je suis en train de travailler personnellement sur cette organisation, un peu en ce moment, dans le sens où, ouais, non mais je pense que à un moment donné, il faut aussi organiser mieux son temps, et je pense que c'est un de mes gros défauts. Par exemple, en ce moment, j'ai pas assez le temps de lire, et j'ai toujours pris pas mal de temps pour lire, que ça soit des livres ou des études, ou voilà. Et là, en ce moment, j'ai pas le temps de lire, du coup, ça m'énerve, quoi. Du coup, il faut que je modifie ce temps-là. Mais une journée normale, déjà, j'ai la chance de me lever tôt. Je me lève en général vers 6 heures. Enfin, depuis quelques mois, là, c'est une habitude que j'ai prise. Je me lève à 6 heures, des fois 5h30, 5 heures, etc. J'aime bien ce petit temps du matin où je suis tout seul à la maison, où mes enfants, ma femme dorment encore, et où j'ai le temps de bosser, et où j'ai le temps d'être tranquille, posé sur ce que j'ai à faire. Donc, c'est un temps que je garde même le week-end. Je me lève quand même relativement tôt. Et puis après, à l'heure actuelle, je fais encore 70 traitements de kiné par semaine. Et c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que je baisse un petit peu pour descendre autour de 40-50 traitements, parce que ça fait beaucoup de temps finalement passé au cabinet. Et ce temps-là, c'est un temps qui te coûte de l'énergie aussi. Mais même si c'est vraiment ce que j'adore faire, je pense que je le baisse un peu. Et puis après, j'ai le temps avec les athlètes de haut niveau. Alors au cabinet, il y a un créneau par jour. On a un cabinet qui est relativement grand, avec une salle de muscu à l'intérieur du cabinet. Donc soit les athlètes viennent s'entraîner ici, soit ils sont en stage et je dois leur envoyer leur programme via une application, soit j'ai du temps derrière l'ordinateur pour préparer des plans d'entraînement, pour organiser la collecte des données, etc. Donc j'essaye de me garder 2 heures dans la journée où soit je suis à la muscu avec eux, soit je suis derrière mon ordi en train d'envoyer des plans ou de regarder un peu les retours des courses, des compétitions, etc. Donc voilà. Et puis après, il y a le temps aussi pour gérer cinétique, où j'essaye de poser deux demi-journées par semaine où je suis dédié 100% du temps avec Adeline à gérer cinétique, gérer l'organisation des formations, contacter les formateurs, refaire les déroulés pédagogiques, enfin voilà, tout ça.
Et puis à côté, il y a le temps d'enseignement aussi, où je donne des formations continues, où je donne des cours à l'IFMK, je donne des cours en STAPS à Dijon. Donc c'est pour ça, là, il faut que j'améliore tout ça, parce que là, des fois, ça fait des semaines un peu trop denses, où je bosse tout le temps, et même le samedi, le dimanche, et au final, je pense que ça fait un peu trop. Enfin, ça fait un peu trop pour pouvoir rajouter des choses, alors qu'il y a des choses que j'aimerais rajouter. Donc, va falloir que j'améliore ça. Voilà. Mais j'arrive quand même à passer du temps à faire du sport. Déjà, je pense que le confinement m'a fait beaucoup de bien là-dessus, dans le sens où je m'entraînais moins. Et là, depuis qu'il y a eu le premier confinement, je pense que j'ai repris entre 4 et 6 séances de sport par semaine. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Soit je m'entraîne avec les athlètes, soit je teste des séances, soit je m'entraîne avec ma femme qui était sportive de haut niveau aussi. Donc, on s'entraîne ensemble, etc. Donc ça, c'est quand même... Je pense que ça va. Tant que j'arrive à faire au moins du sport 4-5 fois par semaine, c'est que l'équilibre est encore bon. Ouais, carrément. Ouais, c'est vraiment important de trouver un équilibre pro-perso, dans le sens où c'est vrai que ma vie perso tourne autour du sport et de la performance. Enfin, c'est ça. J'ai une petite salle de muscu chez moi, donc ça arrive que les athlètes, je leur dis, bah moi j'ai pas envie d'aller au cabinet, donc on va faire la séance de muscu à la maison. J'ai accès à j'ai un pote qui a une box de CrossFit, donc ça m'arrive d'aller m'entraîner un peu là-bas avec les athlètes. Et puis voilà, ma femme elle est cool parce qu'elle tolère ça, mais je pense qu'à un moment donné il faut aussi mettre un petit cadre autour de ça, quoi. Donc je travaille dessus sur l'année prochaine, je pense. C'est bien, tu as raison. Non, mais en plus j'ai écouté le dernier podcast que tu as partagé de Martin Buchheit là. Ouais. Ce qui était très intéressant, et je l'entendais dire qu'il se levait à 5h du mat, et puis j'ai fait écouter à ma femme, je lui dis, tu vois, c'est bien, en fait, je suis pas tout seul à me lever à 5h du mat, alors, non, mais c'est vrai que se lever à 5h du mat pour lire un article scientifique ou pour avoir du temps, ben, ça peut paraître bizarre, quoi, parce que se lever à 5h pour aller bosser, mais, bah, finalement, c'est une organisation qui est plutôt intéressante, moi, je trouve, parce que, au moins, tu te couches tôt le soir, alors après, c'est vrai que tu peux pas me demander une série. J'ai pas regardé. Je crois que j'ai regardé que La Casa del Papel en 3 ans. J'ai toujours pas fini la série sur Michael Jordan. Non, mais voilà. C'est des choix. On va dire que les centres, voilà, les centres d'intérêt sont un peu différents. Mais bon, c'est comme ça. Ah, c'est bien, c'est bien. Et est-ce que tu peux nous citer un peu des gens qui t'ont inspiré, qui t'inspirent, ou des mentors que tu as? Ouais, alors la liste pourrait être longue, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas mal bougé en fait finalement entre les études à Dijon, les études en Belgique, et puis après ça fait 10 ans maintenant que voilà, je vais à des congrès, je croise du monde, etc. Mais ça va faire marrer les gens qui écoutent un peu. J'aime bien Star Wars, et dans Star Wars il y a différents types de personnages, et en fait maintenant j'essaie de prendre le repère, alors pas le repère de Star Wars, mais je me dis souvent que Star Wars c'est une belle, enfin ça parle de l'espèce humaine au sens large du terme, Ouais. et du coup bah, j'ai des gens qui sont des padawans comme moi, parce que je me considère comme un padawan, voilà, donc c'est des gens qui m'inspirent aussi parce qu'on a les mêmes ambitions. Je pense à Romain Tourillon que tu connais, Lucas Granja qui est un copain qui fait une thèse actuellement au FCG, et puis ces gens qui sont, on va dire, dans mon réseau proche, bah, on a un peu le même objectif de développement personnel, au sens qu'est-ce qu'on a envie de faire, mais aussi voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire avancer dans notre champ, que ça soit de la kiné, de la prep physique, etc. Donc eux, c'est on va dire mon cercle proche, mais qui m'inspire aussi pas mal, parce que je sais plus qui a dit ça, ça doit être Jim Rohn, c'est un Américain dans le développement personnel, qui dit que t'es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et finalement, c'est ces gens, que ça soit mes collègues de boulot ou des formateurs que je rencontre. Je pense aussi à François Angélium, qui est un formateur qui je m'entends très bien, qui vient chez nous sur le neurodynamique, etc. Et sur le raisonnement clinique, je passe beaucoup de temps à discuter avec lui. Et finalement, ces gens avec qui tu passes du temps à discuter, c'est les premiers qui, pour moi, t'influencent beaucoup dans les choix que tu fais au quotidien, en te disant, putain, là-dessus, faut que je sois meilleur, là-dessus, faut qu'on avance. Des fois, ils t'envoient un petit article, et puis, bah, des fois, ça te fait réfléchir, etc. Donc ça, c'est le premier cercle de gens qui me font changer. Et puis après, bah, toujours dans Star Wars, il y a deux côtés, hein. Il y a les Jedi, et puis il y a le côté obscur de la Force, quand même. On peut en parler. Et dans les Jedi, il y a
il y a quelques gars que je vois là-haut et je me dis, eux, si tu leur donnes un sabre laser, c'est des machines de guerre. Donc, je pense à François Fourchet, forcément. Ouais. Je pense à Enda King, que j'ai eu la chance de rencontrer là lors d'une formation. C'est des mecs qui ont du terrain, de la clinique, qui ont le volet performance, mais en même temps qui sont capables de traiter des gens. Tu leur parles de bioméca, ils sont bons. Tu leur parles de physio, ils sont bons. Tu leur parles de stats, ils sont bons. Donc bon, eux, c'est des vrais Jedi, voilà. Et donc il y a ces mecs-là. J'aime bien Brad Schoenfeld, c'est un Américain qui vient du monde du culturisme et qui a fait un PhD sur tout ce qui est hypertrophie, qui a écrit 2 bouquins là-dessus, enfin un bouquin qu'il a remis à jour et qui publie pas mal là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes là-dedans. J'avais eu la chance de le croiser à un congrès. Il m'avait dit un truc intéressant. Il m'a dit, tu sais, les kinés, vous êtes plus en contact de l'amyotrophie et des problématiques d'hypertrophie que les préparateurs physiques et les entraîneurs. Et il a raison. Il a raison. Alors que en kiné, tout ce qui est amyotrophie, hypertrophie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bah ouais, ok, on fait des exercices, puis on verra bien si le gars il prend de la masse musculaire. Alors que lui, tu prends son bouquin, il a tout décrit, tous les mécanismes de l'amyotrophie, tous les mécanismes qui vont permettre de favoriser l'hypertrophie. Donc ouais, j'aime bien ce mec-là parce qu'il y a vraiment un lien entre encore une fois la pratique et la science. Parce que tu vois qu'il a soulevé des barres quand même. Donc voilà. Et puis du côté des Jedi, il y a aussi forcément Cometti, des gars aussi qui sont pas très connus. Je pense à un mec qui s'appelle Jean-Yves Pelletier, qui est un enseignant du diplôme universitaire de Dijon, qui est préparateur physique dans le volley pendant des années, et puis qui est un mec qui a toujours 150 bonnes idées à la minute. Donc moi, si je me pose une question, souvent je prends mon téléphone et puis je l'appelle parce qu'il va me donner une réponse ou en tout cas une piste en me disant moi aussi j'ai eu cette idée-là, il y a 10 ans j'ai essayé, ça marche pas, ou ça marche. Donc voilà, puis après t'as le côté obscur de la force, parce qu'il faut aussi parler un peu du côté obscur de la force, je pense. C'est l'envers du décor, c'est-à-dire tous les gens qui nous vendent des trucs à leur sauce et qui m'énervent passablement, mais j'arrive à passer au-dessus de ça maintenant. Mais je sais que on va dire que grâce ou à cause peut-être des nouveaux modes de communication, je pense aux réseaux sociaux beaucoup, on a des gens qu'on n'entendait pas avant, qu'on entend tout le temps maintenant, et il y en a beaucoup, pour moi c'est le côté obscur de la force, dans le sens où ils ramènent toujours tout à leur centre d'intérêt majeur, qui est leur unique champ de compétences, et ils ont vraiment, je pense... je dirais pas que ça fait du mal, mais en fait, comme ils ont on appelle, je sais plus comment on dit, vraiment un système de résonance et une audience et du bruit perpétuel, et finalement, on n'arrive plus à reconnaître dans le paysage actuel de l'entraînement et de la kinésithérapie qui sont les gens qui, je dirais, ils font aussi avancer les choses. Le côté obscur de la force fait aussi avancer les choses, mais qui a un intérêt sur quoi, qui nous parle de quelque chose pour faire avancer les choses. Donc là, des fois, même moi, je me perds en cours de route. Je vais citer un nom, je pense à Adam Meakins, qui est un anglo-saxon qui s'appelle The Sports Physio sur les réseaux sociaux, et qui nous parle toute la journée et puis il ne parle que de neurosciences de la douleur, et il s'appelle The Sports Physio. En fait, il défonce la bioméca tout le temps, il défonce plein de concepts, et il a raison sur plein de choses, mais en fait, en sciences du sport, en performance, la bioméca, ça a encore du sens, quoi, tu vois. Et donc, voilà, c'est ce genre de personnes-là, on en a aussi en France. Voilà, c'est pour moi le côté obscur de la force, mais et en même temps, quand t'es au milieu, que t'es un padawan, tu pourrais vite tomber du côté obscur de la force, et il faut essayer d'aller vers les gens qui vont plutôt t'apporter des choses, on va dire, plutôt positives et des solutions en pratique. Et c'est ce que j'espère, en tout cas, faire dans les années qui vont venir. C'est super. Et tu as parlé d'un livre justement sur l'hypertrophie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué et que tu te replonges dedans régulièrement? Alors, des livres, même si je disais qu'en ce moment j'ai moins le temps de lire, il y a un livre, enfin il y a un auteur qui m'a vraiment marqué depuis que je suis étudiant. C'est Alain Berthoz, auteur un peu méconnu, mais pas facile à lire, je pense. Il a écrit 2 livres. Le premier, enfin il a écrit plein de livres, mais moi il y a 2 livres qui m'ont vraiment marqué. Le sens du mouvement et la simplexité.
D'ailleurs, la boîte que j'ai pour faire de la préparation physique, elle s'appelait Simplexity Performance Solution, parce que la simplicité, pour moi, c'est vraiment un concept qui est primordial, dans le sens où on sait que c'est complexe, on sait que tout est interrelié, on sait que finalement, t'améliores un paramètre, ça joue sur d'autres paramètres, et lui, il en parle même d'un point de vue de la motricité, c'est-à-dire que le cerveau humain, à chaque fois qu'il prend une décision, qu'il doit faire une action, il a un milliard de possibilités. Et pourquoi il choisit cette possibilité-là? Parce que le système a essayé de créer des voies, ce qu'il appelle simplex, c'est-à-dire rendre simple un truc complexe pour qu'on ait moins de choix, quoi. Et quand je pense à la kiné, à l'entraînement, peu importe, en fait, on part d'un point A à un point B, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a 250 000 chemins entre le point A et le point B. Et pourquoi moi je vais pas faire ça, et pourquoi je vais préférer plutôt utiliser telle méthode, et pourquoi je vais mettre mes mains et là je vais pas les mettre, et toutes ces notions de raisonnement clinique et de, on va dire, simplexité, c'est des choses qui m'intéressent vraiment. Donc je dirais que c'est pour moi un auteur important. Après, je lis pas que, enfin celui-là, la Simplexity, il est sur ma table de nuit tout le temps, et je l'ai aussi dans mon bureau, je l'ai en double. Comme ça, de temps en temps, je peux lire un ou deux chapitres par-ci par-là. Donc je pense que je l'ai lu à peu près 10 fois, mais en plein de petits bouts. Et puis après, j'aime bien lire des trucs de sport quand même. J'aime bien lire des biographies, beaucoup. Donc là, les dernières biographies que j'ai lues depuis 1 an, les trucs qui m'ont marqué, je pense que c'est L'Art de la Victoire. C'est la biographie de Phil Knight. C'est le mec qui a fondé Nike. Donc c'est comment tu pars comment j'ai créé une paire de... Enfin, à la base, c'est un mec qui fait de l'athlé, hein, et qui veut faire des chaussures pour que les mecs courent vite. Et puis au final, il crée Nike. Et au final, aujourd'hui, quand on voit toutes les histoires avec les lames de carbone dans les chaussures, etc., c'est toujours la philosophie de Nike maintenant, c'est de faire des chaussures pour que les mecs courent vite. Donc ça me parle parce que dans les années 60, c'était son objectif. Ensuite, il y a un autre livre que j'ai bien aimé aussi, que j'aime bien citer et donner. Souvent, je donne des bouquins aux athlètes à cause de ce gars-là. Ça s'appelle 11 Rings. C'est Phil Jackson. Et Phil Jackson, c'est le mec qui a été coach des Chicago Bulls et des Lakers dans les années 90-2000. Il a gagné 11 balles. Voilà, Jordan au début, et puis après, Bryant, etc. Et lui, il filait des bouquins, il filait des cassettes aux athlètes, parce qu'il essayait de développer au-delà de l'aspect tactique et de l'aspect, on va dire, physiologique dans l'entraînement. Il essaie aussi de développer l'état d'esprit des joueurs, etc. Donc c'est vrai que j'ai tendance à pas mal donner de bouquins, je pense, un peu depuis que j'ai lu ce truc-là. Donc voilà, et puis après, il y a plein de choses. Le bouquin de Wilkinson, je pense que c'est le joueur, tout sport confondu, que j'ai le plus détesté de ma vie, puisque franchement, la Coupe du Monde qu'on a perdue de rugby à cause de lui, voilà, il nous a fait mal quand même. Mais il y avait ce côté, quand tu lis ce bouquin, en fait, tu comprends comment il en est arrivé à être un espèce d'autiste de la performance. Ouais, c'est clair. Et c'est pareil, c'est super intéressant parce que si tu veux avoir un niveau, peu importe, je pense, que ça soit en sciences, que ça soit dans la performance, que ça soit dans la musique, que ça soit dans ce que tu veux, à un moment donné, il faut être habité. Et il faut être habité par l'envie que t'as de réussir ton objectif et d'apporter ce que tu as envie d'apporter. Et lui, tu vois qu'il est habité par l'objectif d'être le meilleur joueur du monde à son poste. Donc voilà, ça c'est des bouquins importants. Et après, je finirai par je lis d'autres trucs, et un truc qui peut intéresser les gens, je pense, c'est je lis la Harvard Business Review souvent. C'est ça a rien à voir avec le sport, mais c'est un magazine, on va dire plutôt économique, qui sort, je dirais qu'il y a 6 numéros par an plus 2 hors-série, et j'aime bien lire ça petit à petit parce que ça reste de la science, mais d'un point de vue économique. Souvent, les gens qui écrivent les articles, c'est des universitaires, et c'est des universitaires qui se posent des questions sur le versant plutôt économique, ou parfois développement personnel, ou parfois management. Mais et finalement, ça m'apporte pas mal de choses sur, je trouve, la façon de gérer mon temps à moi, même si j'ai dit que j'avais quand même des difficultés, sur la façon de gérer, par exemple, les athlètes. Il y a eu un super hors-série là-dessus, sur vraiment les ressources humaines, et tu te rends compte qu'en fait, on a les mêmes problématiques partout. Que tu sois dans un labo, dans un cabinet de kiné comme le nôtre, ou dans une équipe nationale, ou en one-one avec un athlète, un des problèmes majeurs, c'est quand même la communication, la définition des objectifs,
qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver. Et en fait, peu importe où t'es, ça, c'est des choses qui sont, on va dire, très transversales. Donc, je vais chercher des infos un peu là-dedans, régulièrement. Super, passionnant. Et pour terminer, alors est-ce que tu peux nous dire où les gens peuvent te contacter? Est-ce qu'il y a des réseaux sur lesquels tu es le plus actif? C'est une très bonne question également. Je dirais que je suis pas très actif sur les réseaux parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait que je fasse un peu plus. J'ai conscience de l'apport que peut avoir les réseaux sociaux, mais en fait c'est très chronophage. Et donc j'ai un compte Twitter, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Facebook. Donc je peux être contacté partout sur Facebook, c'est Massamba Mbaye ou alors Cinétique Formation. Sur Twitter et sur Instagram, j'ai même surnom que c'est @masnoir, c'est mon surnom de quand j'étais petit, donc je l'ai gardé. Donc je suis contactable, mais c'est vrai que je réponds pas direct parce que j'ai tendance à pas y aller tous les jours, même si je pense que Twitter est un très bon outil d'un point de vue scientifique. C'est super intéressant pour suivre des chercheurs, suivre des gens de terrain. Enfin voilà, mais en fait le vrai problème, je pense, de 2021, c'est la masse d'informations qui est autour de nous et de savoir qu'est-ce que je prends et où est-ce que je passe du temps, parce que tu peux passer du temps et tu peux en perdre aussi partout. Donc voilà, donc ça serait me contacter par les réseaux sociaux, ou alors je vais donner mon mail parce que ça marche aussi bien par mail. Donc c'est massamba@cinétiqueformation.com. C'est vrai que je pense que c'est un des moyens encore les plus simples de me contacter. Parfait. Super, Massamba. J'espère que en tout cas, j'aurais pu intéresser, que ça soit les kinés ou les prep physiques, à s'intéresser au lien entre le système neuromusculaire et ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de se dire que et en vrai, j'ai pas de réponse, hein. C'est pour ça que j'en reparle encore un peu là, parce que pour moi, on est en train d'essayer d'appliquer des choses des sciences du sport à la kinésithérapie, à la pathologie, et inversement. Mais en fait, il y a un vide énorme dans cette zone-là, et tout le monde avance de son côté. Les kinés, ils avancent de leur côté, les sciences du sport, ils avancent de leur côté. Ça serait vraiment, vraiment cool que la génération qui arrive essaye de faire des ponts, ouais, entre les deux. Parce qu'en fait, c'est la même chose. En Belgique, c'est faculté des sciences de la motricité, et les kinés et les STAPS sont dans la même université. Et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Ouais. Ah bah super. Faculté des sciences de la motricité, rien que le nom donne du sens. C'est clair. Ah, c'est top. Merci beaucoup, Massamba. Avec plaisir, bonne continuation à tous. À la prochaine. Salut. Voilà. Merci d'être allé au bout. J'espère que vous vous êtes régalés. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode et le podcast avec vos collègues ou amis, et de mettre 5 étoiles sur No Minutes ou Apple Podcast. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram ou Facebook. N'hésitez pas à me taguer dessus et je vous repartagerai. Pour l'épisode 35, qui sortira mercredi 29 septembre, je discute avec Olivier Morelli, préparateur physique et PhD, qui a travaillé dans de nombreux sports et s'est occupé pendant 7 ans de l'équipe de France de volley. Il s'occupe depuis 2020 de l'équipe de France de handball, son sport de prédilection, qui a été championne olympique cette année. On parlera notamment de la planification de cet événement exceptionnel. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter directement pour me faire un retour, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.